Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Radio Club de Créteil Aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Radio Club Créteil Olympic and Paralympic Edition. Radio Club de Créteil pod znakiem olimpijskite i paraolimpijskite igri. 以奥运会和残奥会色彩 راديو 的 كلوب 特 كريتي na одной волне. راديو كلوب كريتاي برعاية الألعاب الأولمبية. Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques mois, les Jeux Olympiques et Paralympiques se dérouleront en France et la flamme olympique passera par le département du Val-de-Marne, avec une étape à Créteil. Afin de mettre en lumière tous les acteurs et les projets et actions mises en place en faveur des JOP sur le territoire du Val-de-Marne, Radio Club de Créteil, qui est la voix de la MJC Club de Créteil, portera les couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques avec la réalisation d'une série de podcasts. À travers ces podcasts, nous vous invitons à voyager avec nous à la découverte des événements organisés dans le département du Val-de-Marne tout au long de ces 3 mois qui nous séparent du début des JOP 2024, bien sûr. Nous irons à la rencontre des sportives et sportifs val-de-marnais, des porteurs de la flamme olympique, des fédérations, mais aussi des bénévoles si essentiels, impliqués, et bien sûr les services de l'État, du département, de la ville de Créteil, qui contribuent à l'organisation de cette grande manifestation internationale. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'énorme plaisir et l'honneur d'accueillir à nos micros Monsieur Pascal-Pierre Ponson-Saccard, qui est le président du comité départemental olympique et sportif du Val-de-Marne. Bonjour Monsieur Ponson-Saccard. Bonjour et merci de m'accueillir. Bonjour monsieur. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ainsi que présenter votre fonction ? En France, dans tous les pays du monde, il y a un comité national olympique et sportif et un comité par région ou par État. Et en France, petite spécificité comme souvent, on a souhaité descendre au niveau départemental pour être une tête de réseau encore plus proche du public et des différentes représentations de la déconcentration de l'État et des différents partenaires. Donc c'est pour ça qu'en France, vous avez un comité départemental. Les missions du comité départemental, donc comme je vous le disais, c'est d'être la tête de pont du mouvement sportif, c'est de fédérer les comités, les différentes disciplines qui souhaitent adhérer au comité départemental olympique et sportif, et être un peu le relais afin de pouvoir échanger et appuyer sur les dispositifs de l'État, du département, mais être aussi le partenaire du mouvement économique, le partenaire du mouvement de l'éducation, les différents partenaires, voilà, et de déployer les valeurs de l'olympisme. Très bien, merci beaucoup. Donc, monsieur Ponson-Saccard, quels sont les rôles, les actions et les engagements du comité départemental olympique et sportif en général ? On est là pour être le lien avec l'éducation nationale, pour porter le sport dès le plus jeune âge, être le relais du service départemental engagement, jeunesse et sport pour différentes actions. On est là pour développer aussi et appuyer le sport santé, avec les maisons sport santé. À Créteil, vous avez une maison sport santé qui est très dynamique, entre autres, et puis vous avez des actions avec des associations, puisqu'on participe aussi à la demande de ces associations. On est là pour être aussi le relais des politiques sportives des disciplines. On est là plutôt pour le sport pour tous. Et moi, ma vision des choses, c'est que les comités des disciplines sont là, alors
pour la pratique et pour faire des sportifs de haut niveau. Mais nous, on est là pour développer le sport pour tous, porter le sport pour tous. On est là aussi pour être l'interlocuteur de l'État, de la préfecture. Moi, j'ai aussi souvent des relations avec la chambre de commerce, puisque le modèle économique, à mon avis, on en parlera peut-être tout à l'heure, risque d'évoluer avec l'évolution des subventions. Donc voilà, on est là pour échanger avec l'ensemble des parties prenantes. Très bien, merci beaucoup. Alors, on rentre dans les spécificités des JOP de Paris 2024. Est-ce que vous pourriez nous raconter les événements et les actions que le comité départemental olympique et sportif du Val-de-Marne a mis en place en préparation de ces Jeux? Alors, notre première action, elle date pas d'aujourd'hui, elle date de 2017. En 2017, on avait une présomption forte, je vais appeler ça comme ça, sans lire dans le marc de café, que le Val-de-Marne ne serait pas le lieu où il y aurait le plus d'épreuves. Et une réflexion que s'est fait le bureau à l'époque a été de dire, mais comment aider des jeunes Val-de-Marnaises qui ont envie de s'engager dans le dispositif et pas se retrouver à pouvoir participer aux Jeux qu'en regardant la télé, en écoutant la radio, bien évidemment, et puis d'autres moyens plus technologiques, alors qu'on se situait, qu'on se situe aujourd'hui, à quelques kilomètres d'un grand nombre d'épreuves, et qu'on n'est donc pas dans la même situation qu'un jeune d'un des 4 autres continents qui, évidemment, est éloigné par la distance. Donc on a mis en œuvre, en s'appuyant sur le dispositif des services civiques, d'une opération visant, par de l'intermédiation auprès des clubs ou par rapport aux comités départementaux, et bien évidemment au niveau du GDOS, avoir des jeunes en mission de service civique, 80% du temps pour le club ou pour la structure, pour les besoins du club ou la structure, donc développer le sport à l'école, développer le sport féminin, développer l'accompagnement des seniors, voilà, et 20% au GDOS, donc au comité départemental olympique et sportif, pour participer aux événements sur lesquels on est. Alors, évidemment, les Jeux du Val-de-Marne, mais pas que. La semaine olympique paralympique, la journée olympique, différentes actions. Et former aussi ces jeunes, alors avec les formations obligatoires du service civique, que sont les gestes de premier secours, le PSC1, et la formation civisme et citoyenneté. Et aussi, on avait monté avec l'Académie des métiers de l'accueil une formation sur 2 jours pour sensibiliser ces jeunes à l'accueil sur des grands événements, sportifs mais pas que, et une journée sur la prise en compte aussi de la diversité, pour le côté paralympisme, qui nous semblait déjà en 2017 être affiché comme une valeur, mais un peu une valeur nouvelle, donc il fallait donner un petit coup de boost. Voilà. Et l'idée était, et moi j'avais rencontré la directrice de la formation à l'époque de Paris 2024, je lui ai présenté notre dispositif et elle était intéressée puisque ça a servi de base pour certains modules des volontaires, des 45 000 volontaires qui vont œuvrer à hauteur des Jeux. Et juste pour revenir sur la question de la jeunesse, parce que nous sommes dans une maison de jeunes et de la culture, est-ce que vous avez une idée sur le nombre de services civiques que vous avez accompagnés pendant cette période-là? Alors, on avait un objectif d'accompagner 2024 services civiques, voilà, pour le symbole. On a eu un petit événement qui s'est appelé la crise de la Covid, mais on a continué pendant la Covid, et si vous voulez une anecdote, donc on avait une journée d'intégration, on avait une journée de bilan, et la journée de bilan correspondait à la journée d'intégration de la promo suivante, et on faisait donc des échanges, des bilans avec les services civiques et avec les tuteurs, quand ils étaient disponibles. Là, on a ouvert aussi des pistes d'amélioration, je vais appeler ça comme ça, et puis une pratique sportive. Donc on a pratiqué le golf, on a pratiqué le baseball, voilà. Et pendant la Covid, on a lancé le basket chaussettes, parce qu'on était en Zoom, et donc chacun a pris une casserole, un panier chez lui, une paire de chaussettes, et on a fait un concours de lancer de chaussettes. Au final, pour répondre à votre question, au final, on va avoir accompagné un peu plus de 220 jeunes. Et on va continuer. Comment avez-vous collaboré avec les institutions et comment avez-vous coordonné ce travail de grande ampleur avec le département et l'État?
Alors, en tant que président du comité départemental olympique et sportif du Val-de-Marne, j'ai été associé à différentes réunions à l'initiative de Madame la préfète, à l'initiative du président du département, en collaboration aussi étroite avec le service départemental engagement jeunesse et sport, et peut-être aussi deux, trois événements avec la directrice académique, Anne-Marie Bazot, et ses services. On avait lancé le J-500 l'année dernière, où on a fait l'objectif était sur une journée de partir d'une maternelle, d'ailleurs la maternelle Monge à Créteil, première maternelle classe olympique, et labellisée Génération 2024, avec laquelle on travaille depuis 2018. Donc on est parti d'une maternelle et on a fini le soir pour représenter l'université à Maison-Alfort, à la clinique vétérinaire. Et entre-temps, on est passé dans différentes structures scolaires du département avec une fresque qui avait été imaginée par les enfants de la maternelle qui représentant les 5 anneaux olympiques. Anne-Marie Bazot l'a toujours affiché devant son bureau à la direction académique. Et en fait, dans chaque lieu, les enfants trempaient leurs pouces dans de la peinture et il y a eu des empreintes comme ça. Et un petit peu plus tard, on a organisé, toujours avec les mêmes personnes, le J-500 paralympique. Donc là, on est passé dans des IME et tout, et on a fait ajouter les pouces des différents enfants. Donc ça, c'était en 2023. Et en 2024, l'opération un peu phare qu'on a organisée, ça a été 2024 minutes d'engagement et d'inclusion, qui s'est déroulée les 22 et 23 avril. Alors pourquoi le 23 avril? Parce qu'on était à J-94 de l'ouverture des Jeux, et ça nous semblait un marqueur important. C'était juste après la semaine paralympique. C'était après la semaine des Paralympiques. C'était aussi ce que m'a reproché l'Éducation nationale, juste le jour de la rentrée scolaire, le 22, après les vacances. Tout à fait. Et je leur ai dit que je pouvais beaucoup de choses, j'imaginais pouvoir beaucoup de choses, mais par contre, inverser et changer le J-94, là, je plaidais non coupable. Voilà. Et donc là, sur ce J-94, donc 2024 minutes d'engagement et d'inclusion, il y avait trois grands thèmes. Il y avait un point central qui était au parc de Choisy. On avait été accueillis par le parc de Choisy. On a fait pratiquer un peu plus de 2500 élèves sur les 2 jours, donc différentes disciplines. C'était en collaboration avec l'Agence régionale de santé, avec la CPAM. On avait les secouristes qui montraient des gestes premiers secours aux enfants, y compris depuis la maternelle, puisque je parlais de la maternelle Monge, j'avais déplacé 2 classes. Et puis on avait du basket fauteuil, on avait du volley assis, on avait différentes disciplines pour tester. En fin de l'après-midi, il y a eu un job dating sportif organisé avec les équipes de France Travail Créteil. Le soir, il y a eu avec l'UPEC, avec l'Université de Paris-Est Créteil, il y a eu un mini triathlon. Alors c'était pendant la période des examens, donc on n'a pas eu énormément de participants, mais c'était la même chose, voilà, avec un petit peu de nage dans la partie triathlon donc du parc de Choisy, une petite course de 2024 mètres et un tour en vélo aussi de 2024 mètres. Donc tout ça, c'était un premier événement qui était centré pendant 2 jours. On avait un relais de la flamme de l'engagement et de l'inclusion, pour ne pas avoir d'ennui avec le comité international olympique, puisque même nous, on n'a pas le droit d'utiliser... on a le droit de les utiliser, mais on n'est pas détenteur des anneaux pendant la période olympique. On va les retrouver à la fin de l'année, sans doute pour les repères d'assez rapidement, si la France prend les Jeux d'hiver en 2030, mais ça c'est une autre histoire. Donc j'avais proposé aux 47 maires du Val-de-Marne que cette flamme, qui avait été fabriquée par le lycée professionnel de Champigny, qui représentait un arbre, qui est un des éléments chers à notre département, me semble-t-il, et qui est aussi dans une des valeurs du développement durable de Paris 2024. Donc un arbre avec 7 branches, 3 branches qui représentaient les 3 valeurs de l'olympisme et 4 branches qui représentaient les valeurs du paralympisme. L'association Artistes Sportifs de Cœur, avec laquelle on a des partenariats, qui œuvre
sur différentes actions pour collecter des fonds à destination des personnes en situation de handicap et différents organismes. Emmenait de vélo en vélo sur les 2 jours dans les différentes villes qui avaient accepté de jouer le jeu, le flambeau. J'avais demandé au maire de m'indiquer un point d'entrée, un point de sortie, qu'entre les 2 points, il y a environ 2024 mètres. On passait le témoin en fait aux personnes choisies par la collectivité. On récupérait donc cette flamme et on repartait sur une autre ville. Je vais vous prendre un exemple. La ville de Brie-sur-Marne a fait relayer par 21 personnes de la collectivité tous les 100 mètres cette flamme voilà. Et puis il y a eu un grand spectacle. Alors on est parti de la mairie d'Arcueil. Pourquoi la mairie d'Arcueil? Parce que c'est à Arcueil qu'est née la devise plus vite, plus haut, plus fort, par le père Didon, qui était un ami de Pierre de Coubertin. Donc on est parti de là. On est arrivé le mardi, donc on est parti le lundi à 8h30, on est arrivé à 18h14, 2024 minutes plus tard. Je suis un peu monomaniaque. On est arrivé donc à 18h14 à Lancou, à Nogent, à la Société d'encouragement nautique. Symbole fort aussi, puisque un certain rameur a pratiqué l'aviron là-bas, il s'appelait Pierre de Coubertin. Tout est dans le symbole. Tout est dans le symbole. Alors, Monsieur Ponson-Saccar, en tant que président du comité départemental olympique et sportif de Val-de-Marne, du Val-de-Marne, pourquoi, à votre avis, cet événement international est si important pour le département et qu'est-ce que ça peut apporter au Val-de-Marnais? Alors, hormis le fait que c'est l'événement qui rassemble le plus de personnes qui vont suivre cet événement, puisque ça correspond à un nombre impressionnant de Coupes du Monde en même temps, mais je pense que ce que ça peut apporter au Val-de-Marnais, ça peut apporter au Val-de-Marnais une réflexion différente sur la pratique du sport. En cette année 2024, qui est la grande cause nationale et de la nécessité d'avoir une activité physique régulière, ça peut apporter, et ça peut apporter aussi sur les valeurs de Paris 2024 au départ, qui sont sur le sport et l'insertion, sur l'inclusion, sur le développement durable, sur l'engagement de tous, sur l'accompagnement de tous les âges. Donc ça peut permettre, c'est aussi un événement. Moi j'étais sur différents lieux hier du passage de la flamme. C'est un événement qu'on va voir en famille, qu'on regarde en famille. Donc c'est aussi intergénérationnel. Un des grands événements, un des grands piliers, ça va être la première édition des Jeux Olympiques avec une parité entre les hommes et les femmes. Donc on parle beaucoup dans différents sujets, que ce soit le sport, l'entreprise ou tout ça, mais là c'est une réalité. Donc ça peut aussi donner des points de repère. Sur l'accessibilité, je vous parlais tout à l'heure d'initiation à des parasports. Sur l'accessibilité, c'est aussi un véritable enjeu. Parce qu'il reste encore dans le département, mais comme partout ailleurs, tout un tas de lieux où on a des pistes d'amélioration. Je pense que ça doit aussi pouvoir apporter une volonté d'avoir des activités physiques et donc peut-être de passer d'une société, d'une nation qui a des résultats sportifs à une nation sportive tout simplement. Juste une petite question, parce que là, on revient un petit peu juste après la crise sanitaire. Parce que là, effectivement, moi, tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de la sédentarité, surtout des jeunes et des personnes en général. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez quand même doublé d'efforts pour inciter les gens à cette pratique sportive juste après cette période qui a quand même duré longtemps? Alors, ce sont plutôt les disciplines, les représentants des clubs, les représentants des disciplines sportives qui pourraient vous répondre de façon pertinente. Le nombre de licenciés est revenu en 18 mois. En moyenne, moi, c'est ce que m'ont dit les différentes disciplines. Le principal problème, ça a été sur le bénévolat et l'engagement. Parce que, et c'est une spécificité franco-française, le fort impact du bénévolat dans l'animation de nos structures du mouvement associatif, sportif ou pas. Alors, je suis dans une MJC, vous ne me direz évidemment pas le contraire. Tout à fait. Mais en fait, ce qui s'est passé, et là, c'est beaucoup de gens qui ont été perdus, c'est des gens qui étaient bénévoles, qui n'ont pas pu
de par la crise, voilà, et qui se sont portés sur d'autres formes d'engagement et de bénévolat. Et ceux-là ne sont pas forcément revenus à cet engagement. Donc ça a été aussi une nécessité de trouver de nouveaux bénévoles, de former une nouvelle génération. Et ça, c'est une chose qui n'est pas très simple. Et d'une manière générale, vous rencontrez cette crise d'engagement et de bénévolat dans vos structures? C'est de plus en plus compliqué de trouver des bénévoles. Et puisque vous m'avez demandé une démission, alors en tant que président, une démission, c'est déjà de trouver un certain nombre d'élus pour pouvoir animer le comité départemental olympique et sportif, et d'élus qui sont présents. Parce que les élus qui sont au CDOS, ce sont des élus qui représentent des comités départementaux de discipline. Quand ils sont élus dans leur comité départemental, ils sont déjà issus d'un club dans lequel ils sont déjà en général fortement engagés. Et on n'est pas à l'abri d'un succès, ils peuvent encore avoir une activité professionnelle ou avoir d'autres engagements à côté. Donc quand ensuite vous leur dites en plus, vous allez représenter la discipline au comité départemental olympique et sportif, ils ne comprennent pas forcément déjà bien à quoi ça va servir, quel va être l'intérêt pour la discipline, surtout pour les grosses disciplines. Je m'entends très très bien avec Denis Turc, le président de la district de football. Et le district de football n'a pas besoin du CDOS pour vivre. C'est comme les très très gros clubs. On est à Créteil, je vais vous parler de l'US Créteil. Tout à fait. Je m'entends bien, je pense, avec l'US Créteil, mais ils peuvent très bien vivre sans le comité départemental olympique et sportif. Parce qu'en plus, on ne fait plus partie du temps du CNDS qui était... on faisait partie de la commission qui attribuait, donc ils pouvaient avoir l'impression que... Voilà. Excusez-moi, le CNDS, c'était quoi? Ça a été repris par l'Agence nationale du sport. C'était sur les subventions accordées au mouvement sportif. Tout à fait. D'accord. Je n'ai plus le titre exact de ce que voulait dire CNDS, puisque ça a été... Quelle vision du sport portez-vous, vous-même, en tant que représentant du mouvement sportif du département? Eh bien, comme je vous le disais, la distinction avec, pour moi, les comités départementaux, donc qui représentent les disciplines, les différents sports, olympiques ou non olympiques, puisque on n'est pas psychorigide à ce niveau-là. Eux, ils sont là pour développer leur discipline sur un territoire, qui est le Val-de-Marne, créer quelque part des graines de champions. C'est un peu leur mandat de leur fédération. Nous, on est là pour être donc la tête de pont, mais on est aussi là pour, à mon avis, à mon sens, donner envie, développer, accompagner le sport pour tous. Donc, c'est-à-dire, évidemment, compétitif, pourquoi pas. Et c'est très bien. Et quand je suis invité à des compétitions départementales ou régionales, j'y vais avec un grand plaisir. Mais on est là aussi pour accompagner le sport pour tous, donc la pratique... libre, la pratique non compétitive. Il y a des gens qui sont inscrits dans un club mais qui ne souhaitent pas, pour X raisons personnelles, familiales, de temps, s'impliquer dans la compétition. Donc on est là pour ça. On est là aussi pour créer du lien, donc avec l'éducation nationale, créer du lien avec les autres partenaires, les entreprises, le monde médical, et puis aussi un point important, on est là pour accompagner, je pense, le sport et l'insertion, l'inclusion. Le CDOS a signé à Chartres pour être... On a été, je crois, un des premiers CDOS de France à signer à Chartres pour le club sportif engagé. L'idée d'accompagner des clubs qui accueillent des services civiques, prennent des alternants, ont une démarche vis-à-vis des primo-arrivants, ont une démarche pour accompagner des publics spécifiques qui ne peuvent pas avoir accès forcément à tous les créneaux. Voilà, donc... Et du coup, là, le comité, il repose que sur le bénévolat, ou vous avez quand même une équipe de professionnels, vous avez des financements, vous avez... Alors, on a une subvention de fonctionnement de la part du département, on répond à des appels à projets mais qui sont plus destinés par rapport à des actions. On est hébergé par le département, alors ça doit changer l'année prochaine, puisque le bâtiment va être cédé à d'autres structures, mais on était à Créteil, historiquement, donc on était central, c'était très bien. Et pour des questions d'amiante, il a fallu qu'on soit délocalisé.
On nous a proposé plusieurs lieux. Le conseil d'administration a voté pour Gentilly. Je n'étais pas un fervent, j'étais pas président à l'époque, ça n'a rien changé, mais Gentilly est très bien, mais Gentilly n'est pas central à mon avis. Et dans un bâtiment purement administratif, la pratique du sport. Donc on a 2 étages et ça permet d'avoir une quinzaine de comités qui sont logés, qui ont des bureaux pour pouvoir installer leurs permanents. Mais moi, je milite depuis longtemps pour qu'on puisse revenir sur le parc de Choisy, par exemple. Ouais. Sur le parc de Choisy, c'est quand même beaucoup plus central. On peut y pratiquer quasiment tous les sports maintenant. L'équitation vient d'arriver, il y a les sports nautiques, voilà, il y a tous les sports collectifs, il y a un gymnase, donc, et c'est très bien desservi et par les transports en commun. Tout à fait. Et il y a un grand parking et tout. Donc c'est en cours. De négociation. C'est en cours de négociation. J'espère pouvoir un jour vous annoncer la pose de la première pierre. Alors justement, puisqu'on parle d'équipement, est-ce que vous pouvez nous préciser s'il y a des équipements sportifs du département qui sont concernés par le passage des JOP? Alors des équipements sportifs, il y a un morceau de route, puisqu'il y a un morceau d'une des compétitions de pistes de cyclisme sur route qui va traverser le département Vincennes-Nogent rapidement. Voilà. Donc il y a des ronds-points qui ont été aménagés spécifiquement, parce qu'il y a des... Mais ça, c'est Mme la préfète qui pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, mais il y a des... où les responsables des villes traversaient. Je sais que sur les ronds-points, il y a eu des contraintes techniques très très importantes, et un peu comme le passage de la flamme qui entoure, ce sont les seuls. Par contre, le département est le lieu où il y a eu le plus de lieux répertoriés, de CPJ, mais vous allez me demander ce que ça veut dire, de centres de préparation au jeu pour accueillir les différentes délégations. Après, comme ça a été complètement piloté par le département, c'est eux qui pourraient vous dire un peu plus quels sont les centres qui accueillent réellement des disciplines. Je sais qu'au parc de Choisy, la semaine dernière, l'équipe féminine de Colombie de football a fait 2 entraînements, un entraînement à huis clos et un entraînement qui a permis à des jeunes Val-de-Marnais, Val-de-Marnaises de venir assister à ces entraînements. Je crois qu'aussi sur Créteil, il y a la maison du handball va accueillir l'équipe de France de handball pendant la période des Jeux. Oui, mais c'est un peu leur maison. Donc là, oui, c'est un peu leur maison, ils sont chez eux, effectivement. Tout à fait. Mais... Voilà. On a la chance, dans le Val-de-Marne, d'avoir 15 fédérations qui ont leur siège en Val-de-Marne, donc 5 fédérations olympiques de jeux d'été, je vais appeler ça comme ça, donc le handball, le volleyball, l'haltérophilie, évidemment, je ne vais pas vous retrouver 2 autres comme ça, mais... D'ailleurs, le volleyball, je pense que c'est récent, la fédération. Le volleyball, ils viennent de changer récemment. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Mais ils étaient déjà Val-de-Marnais et restent Val-de-Marnais. Tout à fait. Donc, un événement d'une telle ampleur a forcément des retombées sur la ville. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de l'héritage des JOP pour le département en termes d'investissement, d'équipements sportifs, de rénovation et autres? Alors, sur cette partie-là, si je voulais répondre précisément à votre question, ça a été piloté, c'est à la main des collectivités ou du département. Donc moi, je n'aurai pas de réponse. Ce que je peux vous dire, et faire un peu de teasing pour un événement qu'on va réaliser donc le 11 décembre. Le 11 décembre, on sera à J+94 de la clôture des Jeux. Et on va réaliser, donc un peu en reflet miroir du J-94, une journée complète sur l'héritage des Jeux. Et afin donc de pouvoir avoir différentes pratiques sportives pour les scolaires, mais pour tout type de public, on devrait avoir la chance d'avoir le pavillon Baltard toute la journée et d'organiser justement des tables rondes pour essayer d'avoir une première mesure, une première sensibilité sur l'impact, sur l'héritage des Jeux dans le Val-de-Marne, sur toutes les thématiques, alors évidemment sportives. D'ailleurs, on pourrait peut-être travailler ensemble pour organiser des interviews de comités ou de clubs sur, à partir de septembre, octobre, quel est l'impact sur les inscriptions dans les différentes disciplines qui étaient présentes à Paris 2024, que ce soit Jeux olympiques ou Jeux paralympiques.
Mais également, je pense qu'il serait intéressant d'interviewer aussi peut-être quelques clubs ou quelques disciplines qui ne font pas partie des Jeux Olympiques, mais qui sont des disciplines avec une représentation importante dans le Val-de-Marne. Voilà. On a une championne du monde de twirling bâton à Nogent. Je l'ai rencontrée hier à la Fédération d'aviron. C'est comme ça que je peux aujourd'hui étaler mon savoir. Ouais. Voilà. Et à qui j'ai demandé si elle était d'accord pour être la marraine de l'événement. Voilà. Donc, pour mesurer, mais ce sera aussi, à mon avis, l'intérêt de mesurer là avec les collectivités, avec l'État, avec le département. On a beaucoup parlé d'accessibilité. Concrètement, en Val-de-Marne, c'est quoi les premières pistes, c'est quoi l'accessibilité? Alors, évidemment, dans le Val-de-Marne, il y a le retour à la baignade, qui est un héritage important grâce à tous les investissements. Et voilà. Et ça, le département aura l'occasion, je n'en doute pas, de pouvoir être très précis sur ça. Je pense aussi sur l'aspect, on parlait tout à l'heure, de la parité. Quel est l'impact dans les clubs val-de-marnais de cette notion de parité? Quel est l'impact sur la RSE, que ce soit le développement durable ou sur l'aspect sociétal? Quel est l'impact concret? Tout à l'heure, je vous parlais que le 11 décembre, on ne sera pas loin de la fin de l'année. Les clubs sportifs engagés seront à combien de signataires par rapport aux 10 000 leur cible? Et en Val-de-Marne, ça représente combien? Sur les jeunes, sur la pratique à l'école du sport, sur la grande cause nationale, voilà. Je pense qu'il y a tout un tas Donc on est en train de bâtir le programme. Alors on va déjà vivre les Jeux olympiques et paralympiques. Mais voilà. Et puis aussi sur les aspects économiques. Parce que je pense que le modèle économique des clubs de demain, alors les très gros clubs ont déjà des subventions, répondent à des appels à projets et ont des sponsors. Parce que tout à l'heure, on en parlait, grâce à la compétition et grâce aux très bons résultats, qu'il y a l'US Créteil, qu'il y a la VGA Saint-Maur, qu'il y a le RC Champigny, voilà, ils ont la chance d'avoir accès à des sponsors. Mais comment ça va se passer aussi pour les petits clubs? Est-ce qu'ils vont pouvoir se développer? Est-ce qu'ils vont pouvoir survivre peut-être tout simplement? Ou est-ce qu'on va se retrouver simplement avec quelques gros clubs, quelques grosses disciplines qui auront rapporté des médailles, je l'espère? Donc tout dépend effectivement du résultat et des médailles accrochées olympiques. Et le 11 décembre, on fera aussi la Nuit du sport, qui est un événement qu'on organise annuellement pour mettre à l'honneur des sportifs, des coachs, des bénévoles, des services civiques val-de-marnais, val-de-marnaises. Et je suis en négociation avec le département pour, pourquoi pas, mettre aussi à l'honneur les athlètes val-de-marnaises qui auront participé aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques. Vous pouvez répéter la date Le 11 décembre. Toujours le même 11 décembre. Mercredi 11 décembre, on va essayer de faire tout ça en même temps, puisqu'on sera donc à J plus 94. Alors merci beaucoup, M. Ponson-Saccar, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode du podcast Radio Club de Créteil aux couleurs des JOP. Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Radio Créteil, Club MJC, Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques. Olympique மற்றும் Paralympique வண்ணங்களில் கிளப் கிரிட்டையின் வானொலி.